Bonjour. Dans mon métier de coach en management et dans les jobs où j'ai eu l'occasion moi-même de gérer, de diriger des équipes, j'ai relevé un certain nombre d'écueils qu'on retrouve en général chez pratiquement tous les managers, qu'ils soient débutants ou plus confirmés. Je vous propose dans cette vidéo de passer ensemble en revue une dizaine de points qui sont des pièges à éviter. Alors, le premier de ces pièges est d'accepter d'être interpellé n'importe où et d'avoir des discussions sur des points d'organisation dans les couloirs. Oui, vous allez me dire, oh, moi ça ne m'arrive pas. Eh bien, la plupart d'entre nous, lorsque nous sommes interpellés par un membre de l'équipe, nous voulons bien faire, nous voulons montrer que nous sommes capables de décider rapidement, et donc on se laisse arrêter et on veut répondre à l'urgence. C'est une façon de montrer que l'on est un manager dynamique qui intervient rapidement, etc. Eh bien, si vous agissez comme ça, vous ouvrez la porte à toutes les erreurs d'appréciation et vous allez prendre des décisions intempestives et parfois trop rapides. Donc, mon premier conseil est n'acceptez pas d'être interpellé et de discuter au milieu d'un couloir ou dans une salle de réunion sur un problème quel qu'il soit. Formalisez un entretien avec le collaborateur. Ça ne veut pas dire le faire attendre s'il y a urgence. Ça veut dire, par exemple, on se retrouve dans 2 minutes dans mon bureau et on va prendre le temps d'analyser ton problème et de voir ce que l'on peut faire pour améliorer la situation. Cela peut être, en fonction de ce que vous avez pu entendre de la demande, je ne suis pas disponible ce matin, viens avec moi dans mon bureau et on se fixe un rendez-vous formel à 13 heures. Là, je serai disponible pour t'écouter. Donc, point 1, ne jamais accepter d'avoir une discussion et de prendre des décisions dans les couloirs. L'interpellation, oui. La compréhension de la demande, oui. Et puis après, la formalisation dans 2 minutes dans mon bureau ou cet après-midi ou demain en fonction de l'ordre de priorité que vous souhaitez accorder à la demande ou à l'intervention que l'on sollicite de vous. Le deuxième point, c'est un point qui découle du premier, c'est d'accepter de prendre une décision sous la pression. Généralement, cette pression peut venir de vos collaborateurs, mais elle peut venir également de vos associés, elle peut venir aussi de vos supérieurs. Sachez que, en tant que manager, vous devez garder la maîtrise du temps. Une bonne décision, c'est une décision que vous allez prendre en récoltant un maximum d'informations et en fonction de tous les paramètres que vous aurez récoltés, vous pourrez analyser la situation et vous positionner, donc prendre une décision. Si vous acceptez de décider trop vite alors que vous n'êtes pas prêt, vous risquez de prendre une mauvaise décision et cela vous prendra vraisemblablement plus de temps de la corriger par la suite que tout simplement de devoir faire patienter les personnes qui vous demandent de décider, le temps d'avoir de plus en plus d'informations. Donc, point 2, ne pas accepter de prendre une décision sous la pression. Point 3, dans les relations, quelles qu'elles soient, que ce soit un collaborateur, que ce soit un client, que ce soit un supérieur hiérarchique, à aucun moment vous ne devez accepter que quelqu'un s'énerve sur vous et élève le ton sans que ce ne soit géré immédiatement. Gérer immédiatement, cela veut dire que tout en restant calme, tout en restant dans une relation respectueuse, vous pouvez entendre l'énervement, l'agacement de l'autre, mais vous lui formulez immédiatement une demande de s'adresser à vous sur un autre ton.
Exemple, j'entends que tu es très énervé et je comprends que tu sois énervé. Par contre, je ne t'autorise pas à élever le ton sur moi et je te demande que nous en reparlions quand tu es calme. Mais en aucun cas ne laissez passer, surtout si vous êtes en réunion, surtout si vous êtes avec des collaborateurs, en aucun cas ne laissez passer une élévation de ton ou quelque chose qui serait agressif et non respectueux à votre égard. Bien entendu, en tant que responsable, les gens vous observent et si vous-même vous êtes quelqu'un de colérique et que vous-même vous avez pris l'habitude d'aboyer sur vos collaborateurs, là vous n'êtes pas crédible. À ce moment-là, faites le nécessaire pour vous corriger et sachez que dans les négociations, comme dans les réunions, dans le management, comme dans la diplomatie, celui qui perd son calme est celui qui perd sa crédibilité. Que diriez-vous d'un pilote dans l'avion qui, face à des turbulences, en communiquant avec les passagers, serait dans un état soit d'énervement, soit de panique? Eh bien, je pense qu'il transmettrait à tout l'équipage et aux passagers son état émotionnel. Alors évidemment, en tant que commandant de bord, il a la responsabilité du calme et il a la responsabilité de la bonne orientation et de la bonne marche des choses. C'est pour cela que vous entendrez, mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures, nous allons traverser quelques turbulences. Vous trouverez peut-être que les quelques turbulences sont un euphémisme, mais en attendant, cet euphémisme vous aura permis de rester calme et de faire confiance à celui qui est en charge de la responsabilité de vous faire arriver à bon port. Donc, maîtrisez vos affects si vous souhaitez que vos collaborateurs maîtrisent les leurs. Quatrième écueil possible, confondre la justification avec l'explication. En tant que manager, vous n'avez pas à vous justifier de vos décisions, vous n'avez pas à vous justifier de vos actes et vous n'avez certainement pas à vous justifier de la qualité de votre travail, pas vis-à-vis de vos collaborateurs, seuls vos supérieurs directs peuvent l'exiger. Ne vous mettez donc pas d'emblée vous-même dans une position qui serait ambiguë et qui ne vous permettrait pas d'avoir l'aura, le charisme, le leadership nécessaire. Par contre, ne confondez pas justification et explication. Expliquer, c'est donner de l'information. Donner de l'information n'est pas en lien direct avec vos choix. Exemple, vous arrivez en retard à une réunion, excusez-vous. Je m'excuse de mon retard, voilà, continuez, je vous en prie, je vais demander à ma voisine de me briefer. Et vous vous arrêtez là. Vous ne dites pas, excusez-moi, je suis en retard parce qu'il y avait du trafic sur l'autoroute. Parce que ceux qui sont arrivés à l'heure en prenant la même autoroute ne vous trouveront pas crédible. Dans d'autres situations, donner de l'information va être expliquer pourquoi, à un moment donné, il y a une réduction de budget parce qu'une subvention n'est pas arrivée ou parce qu'un gros client est en retard. On réduit donc le budget du marketing ou le budget de la RH pour les recrutements qui étaient attendus et vous informez que pour telle ou telle raison, fait, objectif, chiffre à l'appui, eh bien, la décision est postposée ou ajournée ou annulée. Et vous donnez l'information. C'est de l'information factuelle, vous ne justifiez pas du pourquoi vous avez pris cette décision. L'explication est uniquement factuelle. Et vous ne répondez pas sur « tu avais d'autres choix, pourquoi ceci, cela ». Non, ça a été entériné, le conseil d'administration l'a validé, c'est comme ça, voilà, point barre. Explication, oui, justification, non. Cinquième écueil, beaucoup de gens, et principalement dans les petites organisations, ne savent pas déléguer. Que se passe-t-il? Eh bien, ils demandent à l'un ou l'autre collaborateur d'effectuer une tâche, et ils sont intrusifs dans cette tâche.
ils se mêlent de la méthodologie de leurs collaborateurs, ils viennent voir où en est l'exécution de la tâche ou de l'objectif et amènent ainsi deux choses qui sont inadmissibles lorsque l'on veut bien déléguer. D'une part, ils transmettent leurs propres craintes que le collaborateur n'assure pas, donc ils ne sont pas dans une démarche d'autonomisation et de responsabilisation de celui-ci, c'est une chose. Et d'autre part, ils répondent quelque part à leur propre incompétence par rapport au lâcher-prise. Et le lâcher-prise et la confiance, c'est de se dire, on doit se revoir dans 3 mois pour voir si l'objectif est atteint, je le laisse travailler, je lui fais confiance, il a sa méthodologie, et de toute façon, à un moment donné, c'est dans 3 mois qu'on validera le résultat. Si vous arrivez périodiquement dans la méthodologie de votre collaborateur, eh bien, vous lui imposez votre méthodologie, vous lui imposez votre façon de faire, et vous ne reconnaissez pas que peut-être il est plus spécialiste dans cette matière que vous ne l'êtes. Donc, vous ne favorisez pas l'épanouissement du potentiel individuel de vos équipes. Bien déléguer, c'est demander aux personnes d'atteindre un objectif, négocier avec eux ou avec elles les délais, les moyens, et puis après, quand on en est d'accord, on se retrouve au moment fixé dans le temps pour évaluer l'objectif. Rien d'autre. Plus vous le ferez, plus vos collaborateurs pourront vivre leurs propres expériences, essais, erreurs parfois, accepter les plantages, car après un plantage, votre collaborateur devient un meilleur collaborateur, pour autant qu'il tire les conclusions de ce qu'il s'est passé et qu'il vous explique par lui-même comment la prochaine fois ça n'arrivera plus et comment il atteindra l'objectif. Sixième écueil, oubliez lorsque l'on arrive le matin de dire bonjour à tout le monde, être responsable et ne pas faire le tour des bureaux, faire le tour des postes de travail, aller saluer chacun et prendre 1 minute de manière à, d'une part, prendre la température de l'entreprise ou de l'organisation, d'autre part, et très important, voir comment va votre collaborateur et permettre une accessibilité. Accessibilité, évidemment, s'il y a une demande, vous la notez et vous demandez au collaborateur de passer dans votre bureau plus tard. Mais prendre 1 minute, bonjour, comment vas-tu? Comment ça s'est passé hier? Et prendre quelques nouvelles, ce n'est pas une perte de temps, ça fait partie intégrante des savoir-être nécessaires à votre poste. Donc, erreur fondamentale, ne pas faire le tour de l'entreprise et dire bonjour à tout le monde. De même, si vous arrivez le premier, habituez les gens à passer vous faire un petit coucou dans votre bureau, un petit coucou de courtoisie. Surtout si vous devez vous isoler, que vous avez des matières de gestion, des rendez-vous compliqués et que les gens n'auront pas la possibilité de vous rencontrer ou de vous saluer. Une journée passée dans l'entreprise sans être salué ou sans saluer vos collaborateurs est une journée dans laquelle il manque la courtoisie et la relation humaine. Septième point, de nouveau, plus souvent dans les petites organisations, mais dans les grandes organisations, cela peut arriver avec les proches collaborateurs. N'oubliez pas qu'une relation professionnelle n'est pas une relation amicale, qu'il y a des enjeux et que vous ne devez pas parler trop de votre vie privée et principalement de vos points faibles ou des choses qui sont difficiles à vivre à un moment donné. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner quelques indications, cela ne veut pas dire qu'à un moment donné on ne peut pas prévenir qu'on est moins disponible en termes d'énergie ou en termes relationnels pour le moment parce que, mais après quand les gens sont informés, on n'update pas, on ne donne pas chaque jour la température de la relation que l'on a avec son mari ou avec sa conjointe de laquelle on est en train de se séparer. Voilà. On ne parle pas non plus, en y revenant périodiquement, de l'adolescent à la maison qui pose problème dans la réalisation de ses études.
ou des problèmes professionnels de son conjoint, ou que sais-je. Non, si à un moment donné, votre relation de travail est difficile à cause d'un problème personnel, vous pouvez bien entendu dire, voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si vous me trouvez un peu moins disponible émotionnellement ou un peu moins souriant ou souriante, c'est parce que je suis dans une phase de séparation. Vous informez, les gens le savent, point barre, mais point n'est besoin de raconter tous les jours à vos collègues la dispute, le sujet, le pourquoi, le comment, etc. Non seulement ça donnera des points qui pourraient se retourner contre vous à un moment donné, et le problème étant aussi que cela finira par énerver vos collègues et vous décrédibiliser professionnellement. Huitième écueil, en tant que manager, et c'est peut-être le pire, lorsque vous commettez une erreur ou lorsque vous avez communiqué une information incorrecte, c'est d'être de mauvaise foi et de persévérer dans cette voie. Autrement dit, soit de mentir, soit d'essayer de couvrir votre erreur en la justifiant d'une façon à laquelle personne ne va croire. Donc, vous avez commis une erreur, ce n'est pas quelqu'un d'autre, et même si c'est quelqu'un d'autre, vous êtes responsable de cette personne vraisemblablement. Vous avez communiqué une information, c'était peut-être trop tôt pour la communiquer, ou cette information, vous ne l'aviez pas comprise, elle n'est pas correcte. Eh bien, ce n'est absolument pas grave de le dire. Et de dire, je suis désolé, j'ai commis une erreur, je vous ai communiqué une information qui n'était pas correcte, voici la rectification. Ou de dire, oui, vous avez raison, je me suis planté, et vous voyez, ça arrive à tout le monde. Que pensez-vous que les gens vont imaginer de vous par rapport à la crédibilité que vous avez en tant que manager? Si vous êtes de mauvaise foi et que vous n'assumez pas vos erreurs, pensez-vous qu'eux-mêmes vont être de bonne foi et assumer les leurs et venir vous prévenir qu'il y a un problème avec tel ou tel client, avec telle ou telle machine, avec telle ou telle personne? Bien sûr que non. Surtout si le problème est de leur fait. Par contre, à partir du moment où vous, en tant que responsable, vous montrez l'exemple et qu'il n'est pas grave de faire une erreur, à partir du moment où on la reconnaît et où on la corrige, c'est cet état d'esprit-là que vous allez instiller progressivement dans votre organisation. Et au quotidien, il y aura moins d'erreurs, elles seront corrigées, les gens seront autonomes et les gens ne vivront pas dans la peur de l'erreur. Ils vivront plutôt dans la capacité à être créatifs, à oser, en sachant que s'ils se plantent, ce n'est pas grave, ils pourront rectifier. Le neuvième écueil en tant que manager, c'est de ne pas tenir compte de la symbolique des événements dans la communication. Je m'explique. Si vous savez que l'un de vos collaborateurs traverse un deuil, essayez autant que faire se peut d'être présent à l'enterrement ou passer au funérarium. Soyez humain, faites envoyer une gerbe de fleurs, faites un geste, proposez spontanément à la personne de prendre du temps pour gérer les choses qui sont à gérer, ou du temps pour elle si c'est vraiment quelqu'un de très proche. Cette symbolique doit être gérée en communication de la meilleure manière. Pourquoi? Parce que cela vous permettra de montrer votre côté humain, cela amènera de la part de votre collaborateur de la loyauté. Et quand vous êtes dans une organisation où votre responsable est humain et loyal, vous l'êtes aussi. Donc, ces moments symboliques sont importants, ce sont des opportunités de vous lier et d'être plus en relation. Idem pour un mariage, bien entendu, idem pour une communion, idem pour tout événement positif ou négatif de la vie. Il est extrêmement important d'être présent et d'intervenir en proposant
des solutions d'adaptation du travail si vous savez qu'une situation va être difficile à vivre pour un de vos collaborateurs. Ça peut être plein de choses, ça peut être, vous savez qu'un tel a acheté une maison et qu'il doit déménager le week-end prochain, ça peut être un tel vient d'avoir un enfant qui malheureusement doit rester un peu à la maternité en observation, donc les 10 jours de congés légaux pour un homme ou alors les congés de maternité pour une femme ne sont pas suffisants. Allez spontanément vers la proposition, allez voir la RH avec le travailleur si c'est une grande structure, une grande organisation. Ce sera un investissement dans la productivité de votre entreprise ou de votre institution et donc un investissement dans le management. Ça permettra également que votre collaborateur se sente bien, reconnu, apprécié et respecté. Voilà. Alors, dernier point. Oubliez de fixer des critères clairs qui permettent aux gens de savoir où ils en sont dans leur relation de travail avec vous. En clair, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que si vous ne faites pas dans votre organisation au moins tous les 6 mois, et pourquoi pas tous les 3 mois, un entretien individuel d'évaluation et de fixation des objectifs pour les mois qui viennent, eh bien, le collaborateur ne saura pas nécessairement, intuitivement, où il en est dans la relation avec vous par rapport à la qualité de son travail. Et vous allez laisser la porte ouverte aux interprétations qu'il pourrait avoir par rapport à votre communication non verbale, etc. En clair, il suffit que vous soyez soucieux pour des problèmes de budget ou pour des problèmes d'organisation qui n'ont rien à voir avec le travailleur, mais que ces soucis se lisent sur votre visage et que vous soyez dans cette phase où, par hasard, vous oubliez de dire bonjour, et le collaborateur en question, lui, peut très bien focaliser son attention sur votre attitude et faire une projection, c'est-à-dire imaginer que c'est par rapport à lui que vous avez un problème et se sentir mal et vivre une mauvaise journée, une mauvaise semaine, un mauvais mois et donc finalement se retrouver pas heureux et pas bien à son travail. Un employé, un collaborateur, un manager, n'importe quel être humain ayant un travail qui à un moment donné ne se sent pas apprécié, respecté et qu'il ne sait pas si son travail est apprécié ou respecté, ne va pas se sentir bien, c'est préjudiciable à la relation, c'est préjudiciable à la productivité, c'est préjudiciable à l'efficacité et c'est aussi préjudiciable à l'ambiance générale qui peut être mauvaise. Voilà, ce sont les 10 points que je souhaitais partager avec vous. Je vais rajouter un conseil. C'est vraiment important. Nous vivons dans un climat latin où, lorsque les gens font bien leur travail, eh bien, c'est normal. Donc, on ne leur dit rien, on leur fout juste la paix, on les laisse tranquilles. Par contre, lorsque les gens font une bêtise ou qu'il y a quelque chose qui va moins bien, on leur tombe dessus et là, on les recadre. Eh bien, sachez qu'il faut faire l'inverse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, essayez un maximum d'être à l'affût, d'observer, de savoir, de vous informer des succès de vos collaborateurs. Et à chaque fois qu'un de vos collaborateurs a réalisé quelque chose ou a eu un comportement méritant ou quelque chose que vous souhaitez voir se reproduire ou que vous souhaitez voir se répandre dans l'entreprise, eh bien, louange en public. N'hésitez pas. Bravo, je te félicite pour le client Intel. Tu as réussi à augmenter ses commandes de 5%. Il est vraiment très content et nous aussi. Je te félicite de la façon dont tu as géré le conflit avec l'intérimaire. Tu es vraiment resté calme et c'est appréciable. Je te remercie pour la surcharge de travail que tu as eue ce mois-ci. C'est vrai que, bon, avec cette commande supplémentaire,
Sans toi, je ne sais pas comment on aurait fait pour le gérer, mais on a vraiment la chance d'avoir un collaborateur de talent, etc., etc., etc. Les gens ont plus besoin d'avoir de la reconnaissance, de la gratitude, un merci, qu'un salaire. Bien sûr, le salaire est important, mais à salaire égal, on ne vous quittera pas si vous avez cette attitude positive. Et si vous avez fait du renforcement positif, régulièrement, vous pourrez à ce moment-là vous permettre de faire des recadrages et vous pourrez dire, voilà ce que j'apprécie chez toi. Par contre, il y a un petit point que je souhaiterais te voir améliorer. Pourrais-tu arriver à l'heure aux réunions dorénavant, de façon à ce que tes collègues ne soient pas en attente? Voilà, ou s'il y a un problème, on peut voir vraiment s'il y a une difficulté par rapport à l'organisation, voire à démarrer un peu plus tard les réunions. Mais par contre, là, ça cause un petit souci. Je te remercie. Voilà, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Bien entendu, nous parlons ici d'écueils, nous parlons de petites erreurs. Le plus important, évidemment, c'est votre enthousiasme au travail, c'est le fait que vous soyez dans une relation respectueuse à tous les niveaux. C'est d'ailleurs une obligation qui résulte du droit du travail, l'obligation de se respecter. Elle va dans tous les sens, elle va du patron vers le collaborateur, du collaborateur vers le patron, sur le plan hiérarchique à l'horizontale. Donc là, c'est vraiment, je vais dire, un principe de base d'un management moderne. Le respect, essayer d'être le plus participatif possible dans les prises de décision, tout en étant capable de trancher en tant que patron, en tant que responsable, si à un moment donné, les décisions ne sortent pas. Voilà. L'intelligence collective également pour terminer. Donc, consultez un maximum de personnes avant de prendre vos décisions. Et puis après, informez, pas vous justifier, informez de la décision qui a été prise. Voilà, c'est une petite vidéo, c'est une mini formation, je vois 27 minutes pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Je vous remercie, vous pouvez me contacter sur mba-consult@live.be. Voilà, c'est mon adresse email. À bientôt.